Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nous avons annoncé la participation de 2 groupes d'invités à la rubrique Le Point ce matin. Alors, d'abord, puisque c'est la semaine de l'Union européenne, nous accueillons l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Vincent Degère, et au retour, des médecins seront avec nous. L'acteur Jimmy Jean-Louis sera également accueilli à cet espace. D'abord, sans tarder, Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Wendell et merci de l'accueil de Radio Télémétropole aujourd'hui encore. La semaine a été lancée dans le Sud, c'était le week-end dernier. Oui, on était au Cail, effectivement. Et pourquoi vous avez choisi la ville des Cails? Comme on le fait déjà depuis l'année dernière, on a dit il ne faut pas simplement travailler sur Port-au-Prince, puisqu'à Haïti c'est beaucoup plus grand que Port-au-Prince. Il est important effectivement d'aller dans les régions pour rencontrer la population, pour discuter un petit peu de ce que c'est que l'Union européenne, de la relation entre l'Union européenne et Haïti, et aussi pour en profiter pour visiter un certain nombre de projets de réalisation sur place, concrètement. Bon, évidemment, on va parler de la semaine de l'Europe en tant que telle, mais sur place, j'ai appris par le truchement de notre correspondant qui est sur place que vous avez annoncé un certain nombre de projets aussi. Et cela se passe comment dans le Sud actuellement? Qu'est-ce que vous avez vu? C'est pas la première fois que je vais dans le Sud. Depuis l'ouragan Matthew, c'est la 4e fois, je pense, que je me déplace effectivement, soit à Jérémy, soit au Cail, parce qu'effectivement, on était très préoccupés par le désastre causé par l'ouragan, et donc les 2 millions de personnes affectées par cet ouragan. Et donc notre souci, c'était à la fois d'aller voir comment l'aide se met en place, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui reste à faire, quelles sont les perspectives à court et à moyen et long terme, et puis aussi d'apporter un petit peu de solidarité concrète et d'espoir. Et puis on a aussi fait venir un peu des artistes qui ont pu aussi apporter un peu de gaieté et de chansons aussi. On avait un grand artiste français, Oxmo Puccino, qui a donné un superbe concert au Cail samedi soir. Mais la situation est comment 6 ou 7 mois après le passage de l'ouragan? Écoutez, la situation est très fragile. C'est tout à fait clair, puisque l'ouragan a quand même dévasté largement les récoltes, tué les cheptels, etc. Donc il y a une situation économiquement qui est difficile, qui est très fragile. Les sols sont détrempés déjà, alors que la moindre pluie, on l'a vu ces derniers jours, la moindre pluie provoque d'importantes inondations et donc des dégâts qui viennent s'ajouter aux dégâts précédemment créés par l'ouragan. Et certaines populations vivent encore dans des conditions extrêmement précaires. Donc ça doit nous encourager, nous stimuler à être plus efficaces, plus rapides, à intervenir. J'ai vu que les sénateurs avaient récemment, la semaine dernière, adopté une loi sur l'urgence pour le Sud. Donc on est toujours, malheureusement, je dirais, aujourd'hui encore, dans la phase, quelque part, de l'urgence. Donc il faut mobiliser les moyens, les partenaires, effectivement, pour être le plus efficace possible. Et surtout d'essayer de... C'est un peu le débat qu'on a eu, on ne peut pas intervenir partout avec tout le monde. Il faut effectivement se cibler sur les plus nécessiteux, les plus vulnérables dans ce contexte-là. C'est ce qu'on essaye effectivement. Mais vous êtes satisfait quand même au niveau de l'Union européenne de la façon dont l'aide se met en place dans le Grand Sud? Écoutez, de ce que j'ai vu moi, oui, j'ai un certain point de vue. Bon, c'est jamais assez d'abord, il faut le dire de manière très claire, parce que 2,8 milliards de dégâts, on peut imaginer que c'est considérable comme impact, et c'est un impact profond et à long terme. Donc le relèvement et la récupération sera forcément progressif. Maintenant, il faut s'atteler à la tâche, il faut mobiliser les énergies pour le faire, il faut faire les bons choix au niveau des projets que l'on veut soutenir et financer. Il faut reconstruire, comme on dit, de manière résiliente, donc éviter, parce que malheureusement, on le sait, Haïti est un pays fragile, c'est un des 3 pays les plus fragiles au monde, donc on sait qu'il y aura vraisemblablement d'autres cyclones, d'autres problèmes qui viendront frapper le pays, mais il faut quelque part s'y préparer. C'est pas une fatalité, je pense qu'on peut réussir à mieux construire, à construire dans les endroits qui ne sont pas inondables déjà pour commencer, donc là il y a un certain nombre de démarches qui doivent être prises au niveau des mairies, par exemple, pour organiser une meilleure gestion du territoire
et faire en sorte qu'on construise des habitations qui soient protégées, des infrastructures qui résistent. La route, vous savez, côtière qui va de Jérémy à Tiburon jusqu'au Cail a été largement détruite. Alors maintenant, si on la reconstruit, il faut la reconstruire de manière plus solide et plus résistante. Et ce sera quoi donc, ou c'est quoi la contribution de l'Union européenne? Alors la contribution de l'Union européenne, d'abord c'est en chiffres, c'est près de 35 millions d'euros qui ont été mobilisés immédiatement au titre de l'aide d'urgence et du premier relèvement, je dirais, dans ce contexte-là. Donc là on intervient avec de l'aide alimentaire, avec de la reconstruction d'abris et de reconstruction de maisons également pour les populations affectées très directement. Après, c'est aussi d'essayer de recréer la dynamique économique. C'est une zone qui était agricole, très agricole, donc qui vivait beaucoup de l'agriculture. Maintenant, moi j'ai vu, après le passage de l'ouragan, quand il y a 8 heures de vent à 230 km/h qui soufflent, on peut imaginer les dégâts qui sont occasionnés, les inondations qui ont tout ravagé, donc il faut quasiment tout remettre en chantier. Mais il y a de l'espoir aussi, parce que ce que j'ai pu voir, différentes visites, c'est que la nature reprend très vite ses droits, si je puis dire. Donc, si on donne de la semence, si on donne du cheptel pour recapitaliser les agriculteurs, si on redonne des outils de pêche aux pêcheurs, etc., si on recrée effectivement cette activité, la vie peut reprendre et l'activité économique peut effectivement Mais cela doit se faire le plus rapidement possible, non? Ça doit se faire rapidement, surtout ne pas rater les périodes de récolte et les périodes de semences. Donc là, il ne fallait pas rater la récolte, la période de semences de février et mars pour pouvoir, et on l'espère, récolter en juillet, si toutefois il n'y a pas trop d'inondations et bien sûr s'il n'y a pas d'autres pluies dévastatrices d'ici là. Maintenant parlons de la semaine de l'Europe qui a été lancée au Cail. Vous avez dit pourquoi vous avez choisi la ville des Cails. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année? D'abord sur la ville des Cails, juste pour dire, on l'a choisi aussi parce que non seulement il y a l'aide d'urgence, mais on veut aussi essayer d'aider à la fois la ville des Cails et la ville de Jérémy à mieux se relever, à mieux s'organiser, à mieux se développer pour l'avenir. Donc ça veut dire que vous étiez à la fois au Cail et à Jérémy? Non, là j'étais au Cail. J'étais déjà à Jérémy antérieurement. Là on est allé au Cail spécifiquement pour rencontrer le maire et aussi ses collaborateurs parce qu'on a un projet urbain, de réaménagement urbain sur la ville des Cails pour faciliter le drainage, faciliter l'évacuation des eaux. Donc il faut travailler avec le maire, travailler avec les ingénieurs sur place pour essayer de mettre en place des chantiers. C'est pas une autre caravane, non? Non, c'est pas une... il y a du changement qui est nécessaire. Non, mais le changement est indispensable parce qu'on le voit bien, chaque fois qu'il pleut, il y a des inondations. Donc il faut trouver des solutions structurelles à ces problèmes. Nous, ce qu'on veut effectivement, c'est travailler sur les questions structurelles. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Ça va supposer qu'on définisse les bonnes priorités, qu'on choisisse les bons travaux d'infrastructure, les bons drainages, les bonnes évacuations d'eau, parce qu'on sait que c'est très plat, hein, vous savez, les Cails. Donc l'évacuation se fait difficilement dans ce contexte-là. Donc là, il y a des travaux à faire qui doivent être bien conçus avec toute la science, l'ingéniosité dont on sait faire preuve aux Cails. Donc on va travailler là-dessus. Donc juste pour dire, on va quand même débloquer 20 millions d'euros supplémentaires pour la ville des Cails et la ville de Jérémy sur cette problématique de la ville et de réaménagement urbain de ces deux villes, justement pour prévenir les catastrophes futures. C'est vraiment ça, 20 millions. Dans lequel on soit. Oui, supplémentaires. Non, 20 millions pour la ville des Cails et 20 millions pour Jérémy. 10, ok, d'accord. Dans un premier temps, en tout cas. Après, on verra ce qu'il y aura lieu de faire. Vous parliez tantôt de 35 millions, non? 35 millions, c'est pour l'ensemble du Sud et de la Grande. Ça, c'est l'aide d'urgence, l'aide qui est déjà en train de se mettre en place aujourd'hui. Le projet urbain, ça commencera à partir de l'automne prochain. Donc, voilà, on est obligé d'organiser les choses dans le temps et dans l'espace. Voilà. C'est ça. Alors, monsieur l'ambassadeur, et comme je l'ai dit, vous êtes ici avec nous aujourd'hui, c'est dans le contexte de la célébration de la semaine de l'Europe. On ne va pas faire l'historique de la question pour dire voilà ce que c'était il y a 60 ans. Non, on ne va pas en parler. Alors disons, comment on va célébrer la semaine de l'Europe cette année? Qu'est-ce qui est prévu? Écoutez, on a déjà fait un prélude qui était un festival du film européen, à la fois, encore une fois, ici à Port-au-Prince, mais aussi au Cail. Donc il y a eu plusieurs projections de très bons films européens qui ont été présentés. Des films comme Lo Impossible espagnol,
Blake de Kane Loach, donc des films vraiment qui interpellent et je crois qu'ils posent des vrais problèmes de société sur la table. Culturel. C'était culturel, ça c'était le festival du film, mais ça c'était la semaine dernière. Depuis on a... Et cette semaine cette semaine, il y a beaucoup d'événements culturels qui vont se tenir, qui se sont tenus, comme je dis, au CAI, qui vont se tenir à Port-au-Prince et on va finir à Cap-Haïtien. Donc on aura toute une série de concerts, des concerts toujours placés sous le signe de l'échange entre Haïti et l'Union européenne. D'abord, film et musique. Film, musique, défilé de mode, danse, donc c'est très éclectique si vous voulez comme activité, c'est très diversifié. On a près de 28 événements qu'on a programmés tout au long de cette semaine de l'Europe. Est-ce que vous tenez compte de ce qui s'est passé le week-end dernier dans le Nord? La ville du Cap a été sévèrement touchée. Justement, c'est pour ça qu'on va aussi au Cap, parce qu'on aura non seulement des événements culturels, ce qui est évidemment important, mais aussi des événements plus pédagogiques, plus didactiques sur la question par exemple, qu'est-ce que c'est que l'Union européenne? On va en parler, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, mais aussi quelle est la coopération entre l'Union européenne et Haïti, l'efficacité de l'aide, les canaux de l'aide, ce genre de questions. Les gens nous interpellent sur ces thématiques et à l'occasion de les ces jeunes conférences... saisissent cette occasion pour vous poser ce genre de questions aussi. Mais ils ont raison, on est là pour ça, on est là pour répondre à ces interrogations, à ces inquiétudes, à ces angoisses parfois que l'on entend. Donc moi j'ai besoin d'être là pour leur dire, voilà, moi je sais exactement chaque euro, où il est dépensé, pourquoi il est dépensé, parce que moi je dois expliquer aussi à ma Cour des comptes, je dois expliquer à mon Parlement européen comment l'argent public du contribuable européen est utilisé aujourd'hui en Haïti. Donc ça me permet d'avoir ce dialogue, cet échange et cette explication, et ensuite de participer ensemble à la dynamisation du pays, à la réforme du pays. C'est un peu ce qu'on souhaite faire. D'autant que certains gens pensaient que l'Union européenne aidait seulement dans la bonne gouvernance, la reconstruction, les infrastructures. Oui. Et, on fait tout ça, oui. On fait tout ça. Tout à fait. Parce que je sais que vous êtes parmi les contributeurs importants d'Haïti quand il s'agit d'organiser des élections. Ah oui, tout à fait, ça aussi. J'ai dit des élections, mais je ne sais pas si... Vous savez, on dit toujours, il n'y aura pas de développement sans bonne gouvernance. Donc je crois que la démocratie, la stabilité des institutions, c'est tout à fait fondamental. Donc on travaille également avec les autorités haïtiennes sur cette thématique. On avait effectivement notre mission d'observation électorale qui est venue, après ces 2 années de cycle électoral que l'on a connu, qui est venue pour donner le résultat de leur observation et un certain nombre de recommandations que l'on a proposées au président de la République, au président de la Chambre des députés, au président du Sénat, et aussi, bien sûr, au Conseil électoral provisoire. Et la première des recommandations, quitter le provisoire, aller vers le permanent. Voilà, c'est ça. Oui. Ça, c'était le message. Et vous allez aider en ce sens? Vous allez aider en ce sens? Bien sûr, on a fait nos propositions, on est prêt à accompagner ensuite ce processus. Mais encore une fois, nous, on est là pour faire des recommandations. Après, c'est aux autorités haïtiennes de faire les choix et de déterminer ce qu'ils souhaitent faire dans ce contexte-là. Nous, on donne notre observation, notre avis, si vous voulez, à partir de ce qu'on a pu constater sur le terrain et ce qui nous paraît judicieux, parce que finalement, les élections se sont terminées, se sont bien terminées dans le sens où des institutions sont maintenant bien en place, il y a un président, il y a des chambres qui ont été élues, il y a aussi au niveau local, ce qui n'existait pas depuis 10 ans, des autorités locales qui sont à même de fonctionner. Donc voilà, il y a un système qui est mis en place, il faut capitaliser sur ce qui a été réalisé, il faut consolider parce qu'il y aura d'autres élections. Il y aura des élections en 2019, il y aura des élections en 2020 et des élections en 2021. Il y aura 3 élections qui vont arriver coup sur coup. Oui. Et c'est très bientôt 2019. Donc il faut vraiment se préparer déjà aujourd'hui en 2017 pour cet horizon. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de bons éléments, vous avez de bonnes informations à partager avec les parlementaires européens? Oui, je pense qu'on a de bonnes informations, de bons échanges sur... Aussi, nous, ce qu'on souhaite voir aussi, c'est qu'à partir de cette stabilité institutionnelle, il y a un processus de développement qui s'enclenche, qui se met en place, des réformes qui attendent depuis un certain nombre d'années, qui maintenant vont de l'avant. Il y a un agenda législatif qui a été décidé entre l'exécutif et le législatif. Il faut que cet agenda se mette en place et permette de redynamiser l'économie nationale, de relancer la machine, si je puis dire, de productive nationale. L'agriculture est un des domaines, le textile certainement est un autre domaine. On souhaite aussi que le partenariat entre l'Union européenne et Haïti se renforce. Il y a un accord de partenariat économique qui était à l'agenda de ratification par l'Assemblée, donc j'espère qu'il sera bientôt ratifié également par l'Assemblée nationale, de manière à ce qu'on puisse consolider nos liens. Mais au-delà de la consolidation des liens, c'est qu'on puisse envoyer des messages forts, de dire, voilà, Haïti est un pays
qui s'ouvre clairement vers l'investissement national, l'investissement international. Il faut travailler sur la compétitivité, il faut travailler sur le transport, travailler sur la formation professionnelle, sur toutes ces questions-là. Et voilà. Et nous, en tant qu'Union européenne, on souhaite accompagner ce processus. Quand on parle de partenariat Union européenne et Haïti, est-ce que ce partenariat-là se limite tout simplement au gouvernement ou bien à l'État tout simplement, à l'État d'Haïti? Est-ce qu'il y a aussi un partenariat entre l'Union européenne et le privé? Alors, on travaille bien sûr avec le privé. J'ai beaucoup de contacts avec le secteur privé et assez régulièrement parce que notre idée aussi, c'est de stimuler l'exportation de produits haïtiens vers les autres marchés. Hier, on avait un événement culturel qui est un événement de mode, de créativité haïtienne. C'est aussi un moyen de montrer effectivement qu'en Haïti, il y a de l'innovation, il y a de l'intelligence, il y a de la capacité créatrice. Donc il y a des produits, il y a des choses que l'on peut diffuser dans le monde. Des produits culturels comme des produits alimentaires ou des produits textiles qui méritent effectivement d'être mieux connus, mieux promus à l'étranger et qui peuvent participer au rayonnement d'Haïti. Je crois que c'est ça qui est important. Alors, avant de terminer, comment participer aux différentes activités organisées par l'Union européenne à l'occasion de la semaine? Il y a toutes ces affiches et il y a notre site où vous allez trouver tout le programme. Le programme, tous ces concerts sont gratuits. D'abord, parlons du site. Le site, c'est... Alors là, je vous regardez sur le format, je ne connais pas par cœur, donc c'est. Mais vous tapez Union européenne, délégation de l'Union européenne en Haïti, et vous allez trouver évidemment toute donc l'information sur Internet. On va sur Google et puis on délégation tape... de l'Union européenne en Haïti et vous trouverez. Et puis on trouvera tous les événements qui marqueront juste pour dire la semaine. Le programme, ça sera un autre concert d'Oxmo Puccino ici mercredi soir, donc demain soir. À l'Institut français, et on va enchaîner d'autres concerts. Il y aura BIC, qui est bien connu en Haïti, qui va se produire avec un rappeur belge qui est Ouman. Apparemment, il n'y a rien aujourd'hui. Hein. Alors aujourd'hui, il y a quelque chose. Aujourd'hui, vous savez que c'est le 9 mai. Le 9 mai, c'est le jour de la déclaration Schuman, donc c'est notre fête nationale de l'Union européenne. Donc ce soir, j'aurai une grande réception diplomatique avec le public n'est pas invité. Je comprends que le public n'est pas invité. Non, mais par contre, on a des artistes haïtiens qui sont là, les journalistes qui seront là aussi, j'espère, et les hymnes seront chantés par James Germain, qui nous fait l'amitié d'être là aussi avec nous pour interpréter les deux hymnes. L'hymne de... L'Union fait la force, comme on dit en Haïti, mais l'Union européenne aussi, c'est la même chose. Donc voilà, donc on partage cette valeur. Ok, maintenant, on voit hier, c'était vernissage de l'exposition, photo et... défilé de mode. Défilé de mode, oui. Et demain, mercredi, c'est table ronde des ambassadeurs, le 60e anniversaire du traité de Rome, bilan et perspective. Et jeudi, j'y serai avec mes collègues. Oui. Et jeudi, conférence, comment mieux valoriser et renforcer la place de la femme dans l'économie haïtienne. Oui. Et vendredi, c'est la conférence sur les masters européens. Et Haïti 2017 en partenariat avec le Campus France. Et puis, conférence enjeux et défis de la migration haïtienne. Tout à fait. Et comment... On essaie de traiter, comme je dis, il y a un aspect festif et un aspect plus sérieux dans ces conférences. Ça, je pense que vraiment, ça, je pense que c'est très sérieux. C'est très sérieux. Et puis, il y a aussi la clôture du Festival de la coopération Union européenne. Ce sera au Cap Haïtien. Oui. Et le mardi 16, au lycée Alexandre Dumas sur inscription. Finale du concours de plaidoirie sur les droits de l'homme. Alors ça, j'y tiens beaucoup parce que c'est une opération qu'on fait chaque année avec les écoles haïtiennes, qui sont en phase de dernières années d'études, donc de terminale, mais c'est aussi l'occasion pour les jeunes de venir plaider sur les droits humains, parce qu'il n'y a rien de plus important dans nos valeurs que la défense des droits humains, et je crois que c'est bien que les jeunes portent cet étendard et ce flambeau. Puisque vous en faites une thématique dans le cadre de la Semaine de l'Europe, dites-nous rapidement à quel niveau vous vous sentez préoccupé par le phénomène de la migration haïtienne? Je pense qu'on est tous quelque part préoccupés parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de migrants qui reviennent en Haïti de manière soit de volontaire, soit de forcée, et dans des conditions qui sont souvent extrêmement difficiles. Donc il faut vraiment réfléchir
pourquoi les gens quittent le territoire et qu'est-ce qui les motive à partir et pourquoi ils sont parfois forcés peut-être de quitter le territoire et qu'est-ce qu'on peut faire pour, au contraire, donner de l'emploi, donner de l'envie, de rester ici au pays. Et puis il y a ceux qui reviennent et là il faut s'organiser pour gérer ces retours au mieux. Donc là il y a des enjeux difficiles, des enjeux démographiques, il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux qui sont là sur la table. Il y a des enjeux politiques, on le sait bien, la migration, c'est parfois un souci. Et il y a des risques. Il y a des risques énormes que prennent parfois ces migrants. On parle souvent des drames dans la Méditerranée pour ceux qui cherchent à rejoindre l'Union européenne. Mais les Haïtiens qui parfois quittent le territoire ici, qui partent dans des embarcations un peu frêles ou qui essaient de traverser l'Amérique centrale, c'est aussi des parcours extrêmement dangereux. Donc l'Union européenne travaille sur plusieurs fronts quand il s'agit justement de faire face à ce phénomène, parce que là aussi, il y a d'autres migrants qui souhaitent atteindre l'Europe, et vous êtes bien obligé de gérer ça. Bien sûr. Et vous, alors que vous êtes en Haïti, nous avons aussi le même problème. Tout à fait. Mais comment vous faites ? On va essayer d'abord de partager un peu les expériences et le vécu de ce point de vue-là. On va concrètement aussi aider les Haïtiens qui sont enregistrés dans le programme de régularisation en République dominicaine à obtenir leurs documents d'identité pour permettre de se régulariser. Là, il y a une échéance qui est le 17 juillet prochain, donc c'est très bientôt. Il y a encore 150 000 Haïtiens qui sont enregistrés dans ce programme de régularisation et qui doivent obtenir leurs documents pour pouvoir continuer à résider en République dominicaine. Donc il y a des choses qu'on essaye de faire, favoriser le dialogue aussi entre les autorités haïtiennes, les autorités dominicaines, mais au-delà des autorités dominicaines, avec, je vais dire, l'ensemble de la région pour essayer de gérer au mieux ce grand défi humain. Et c'est sur une base annuelle que vous débloquez ou décaissez de l'argent pour Haïti ? Non, on est sur une base pluriannuelle. Nous, on a une enveloppe de 420 millions d'euros sur les 7 années à venir. Donc, on la programme, on l'organise, on la gère avec les autorités haïtiennes. Mais ensuite, il y a des aides spéciales, exceptionnelles. Quand il y a Mathieu qui arrive, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a débloqué effectivement immédiatement 35 millions d'euros. Donc, vous avez dit 400 millions. 420 millions d'euros. D'euros sur 7 ans. Sur 7 ans, oui. Tout à fait. Combien il en reste actuellement ? Il nous reste, cette année, on va en programmer 200 millions normalement, puisqu'on va faire un appui budgétaire pour l'État haïtien comme on a fait dans le passé. On va travailler sur la problématique urbaine, comme j'ai dit tout à l'heure, au Caille à Jérémy, mais aussi sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Et puis on va travailler sur la politique des transports, puisqu'il faut aussi construire des routes et bien les construire, et bien les entretenir et bien les préserver. Je tiens à le dire et à le souligner. Merci, monsieur l'ambassadeur. Bonne semaine de l'Europe. Merci beaucoup, Edel. À bientôt. Tenez bon. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la première partie de la rubrique Le Point de Métropole et comme invité, l'ambassadeur Vincent Degère. Merci de l'intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Et nous avons 3 invités pour la deuxième partie. Disons mieux qu'on a 4 invités, mais on accueille maintenant les 3 premiers. Et il y en a un qui est passé de présentation. Mais quand même, je lui dis bonjour. Bonjour Jimmy, bienvenue. Bienvenue. C'est vrai qu'il y a un 4e invité, mais ce sera un invité surprise. Jusqu'à la fin, on va le faire venir. Voilà. Tout à fait. Alors, bonjour et bienvenue. Merci. Alina Baikova, vous êtes top modèle. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Thank you so much for having me. Je vous en prie. Docteur David Lou, vous êtes chirurgien, cardiologiste. Merci de répondre à l'invitation. Bonjour. Merci, bonjour pour l'invitation, merci. Alors, rapidement, un petit résumé des raisons pour lesquelles j'accueille ces invités ce matin. C'est qu'une délégation qui est en visite humanitaire ou en mission humanitaire. Vous nous direz quoi, Jimmy Jean-Louis? Premièrement, je travaille avec The Heart Fund depuis à peu près 5 ans. Donc avec le docteur David Lu, nous sommes venus ici pour faire plusieurs missions. On a déjà opéré... Une petite présentation. Heart Fund, c'est quoi? C'est une organisation? Oui, c'est une organisation qui s'occupe des maladies cardiovasculaires. Et qui est en Haïti aujourd'hui? Qui est en Haïti aujourd'hui.
Et qui était déjà arrivé en Haïti? Depuis 2012, nous sommes en Haïti. Donc nous faisons des missions ici. On a opéré des enfants à cœur ouvert dans le passé. On a aussi fait la frontière, dans la frontière Haïti, République dominicaine, à Ansapitre exactement. On a fait beaucoup de consultations, que ce soit des jeunes ou tous les habitants du quartier. Et là, cette fois-ci, nous revenons avec un autre projet. Et c'est un projet beaucoup plus ambitieux, qui serait bénéfique pour le pays. Mais pour mieux expliquer, je laisserai tout à l'heure David lui expliquer le projet. Heureusement, Docteur Lou est francophone. Bien sûr. Donc il peut, tout à fait. Il peut nous dire. Alors, encore une fois, docteur, nous sommes contents de pouvoir vous poser quelques questions. D'abord, j'ai appris qu'il y a un avion qui est ici, et c'est un avion très équipé, bien équipé. Et dans cet avion, apparemment, on peut faire des opérations, des interventions chirurgicales. C'est pas ça? Alors, tout à fait. Il y a déjà un avion, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a une volonté de renforcer le combat contre les maladies cardiovasculaires. Et vous savez que les maladies cardiovasculaires, ici comme ailleurs, est un fléau. C'est un fléau social, économique, c'est-à-dire que le diabète, l'hypertension, les cardiopathies, c'est-à-dire les maladies du cœur, des enfants, des femmes et des adultes de sexe masculin, tuent énormément. C'est un vrai fléau. Donc, on a pour solution des innovations technologiques qui sont probablement, et on va en parler, des cliniques mobiles pour se déplacer auprès des populations les plus vulnérables à l'intérieur du pays. Donc ça, c'est l'avion. Mais il y a aussi des programmes, c'est ça qui est important, des programmes de renforcement avec les autorités, le gouvernement, le ministère de la Santé en Haïti, et bien sûr la formation des Haïtiens, nos collègues haïtiens médecins, donc la société civile, les sociétés et les associations médicales, et les médecins, dont notamment des médecins cardiologues haïtiens. Donc, au-delà, si vous voulez, de l'objet, il y a tout un programme avec des objectifs nationaux qui sont là pour essayer d'éradiquer des pathologies que l'on peut prévenir. Et bien entendu, c'est toujours très intéressant de parler de l'urgence, de parler de fléaux sanitaires, mais il est important de rappeler que certaines maladies qui tuent peuvent être prévenues et on peut éviter ce problème-là pour ces enfants et les femmes. À l'heure actuelle, on ne peut pas les éradiquer. Alors, l'éradiquer complètement, c'est très ambitieux, mais si on parle de pathologies très très ciblées, donc de maladies comme les maladies du rhumatisme articulaire, cette bactérie qui se fixe sur les valves du cœur quand on a une angine, un mal de gorge avec de la fièvre par exemple, qui n'est pas traitée et qui évolue vers ce type de pathologie, de maladie, d'accord ? Pour ces enfants-là, il existe un traitement. Le premier traitement, c'est la prévention. Donc l'information, ça passe par, bien sûr, le média, ça passe par les agents communautaires, ça passe par les écoles, par les mamans, par les médecins locaux. Donc tout ce grand programme sanitaire permet d'éradiquer, et ça s'est vu dans des îles voisines comme la Martinique, où j'ai travaillé, où aujourd'hui, depuis 1 an, une cardiologue haïtienne, le docteur Noisette, a été formé par le docteur Lucron, au CHU de la Martinique, en partenariat avec le ministère de la Santé. Cette pathologie-là, le rhumatisme articulaire, a été éradiquée complètement. Une île sœur voisine, avec exactement le même environnement. Donc aujourd'hui, il est possible, pas sur toutes les pathologies, mais soyons optimistes, sur une pathologie qui touche ces enfants-là, qui touche et qui détruisent les valves du cœur, on peut sauver des enfants en leur apprenant des hygiènes de vie, en leur apprenant une symptomatologie que l'on peut prévenir et détecter de manière précoce. Et on sera dans combien de villes du pays? Alors, l'ambition, ça serait de pouvoir être partout, et c'est ce qu'on a discuté avec Madame la Ministre, c'est d'être un programme qui se décuple de manière nationale pour couvrir non seulement Port-au-Prince, qui est très peuplé, avec de multiples zones urbaines, périurbaines, mais aussi des zones qui sont complètement isolées de l'accès aux soins, comme Jérémy, Port-de-Paix, Jacmel, Les Cailles. Alors, je reviens à l'avion, justement. Pourquoi l'avion? Oui. On ne peut pas opérer dans un avion aujourd'hui, des maladies cardiovasculaires. C'est un rêve que l'on a et qu'on partage depuis très longtemps. Parce qu'au lieu de déplacer les gens vers l'hôpital, on aurait pu déplacer l'hôpital vers les gens. Parce que ça nous évite d'avoir 8 heures de route. On est allé en Sapitre.
7 heures de route. Comment on fait quand on a une maladie cardiaque? On a rencontré des gens qui avaient fait un accident vasculaire cérébral. Ils n'ont pas pu se déplacer. Mais ce n'est pas la problématique d'Haïti. Ce n'est pas la problématique uniquement du système de soins. C'est la problématique de toute personne qui habite à distance d'un centre de santé spécialisé. Donc on s'est dit, si de manière collaborative, on crée une plateforme qui est mobile, qui est connectée, avec des équipements de dernière génération, et des médecins et des agents communautaires haïtiens qui aujourd'hui peuvent prendre en main ces techniques, ces technologies, alors on démocratise l'accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de voyager 8 heures pour faire une échographie, pour faire un électrocardiogramme, pour avoir un diagnostic. Donc il n'y aura pas d'opération Aujourd'hui, non. Non. On vous fera peut-être... Mais par contre... Le projet futur est de pouvoir réaliser des opérations. Aujourd'hui, elles se font à Saint-Damien, l'hôpital des Petits Frères et Sœurs, par des équipes internationales, par une collaboration Haïti Cardiac Alliance, par exemple, qui gère la collaboration de multiples équipes internationales avec des médecins locaux, qui permet d'opérer ces enfants que l'on va dépister. Donc, demain, nous partons avec une équipe médicale franco-haïtienne pour dépister des enfants de maladies cardiovasculaires. Ces enfants, s'ils sont positifs, nous les opérerons dans des structures haïtiennes à Port-au-Prince. Voilà à quoi sert cet avion. Il sert à joindre, à connecter les communautés qui n'ont jamais eu un accès au diagnostic pour les maladies cardiovasculaires. Merci, docteur David Lou. On reviendra pour encore vous poser d'autres questions. Mais en fait, dans la délégation, il y a aussi Alina Baikova. Baikova, yes. Et, Good pronunciation. Bien prononcé. Bien prononcé, ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais qu'elle est top modèle. Et elle vous accompagne tout simplement ou pas? Oui, he's asking what exactly do you do? I'm a model philanthropist and I got involved with the Heart Fund about like 5 years ago. Donc c'est une mannequin bien sûr qui a tout fait déjà, principalement Victoria's Secret, mais aussi tous les shows qu'on puisse s'imaginer, que ce soit Dior, Chanel ou autre, et toutes les couvertures, Vogue, elle ou autre. Mais ça fait quand même 4 à 5 ans qu'elle travaille avec le Heart Fund, donc elle est aussi ambassadrice du Heart Fund. Thank you. You said a little bit more than I said, but fine. Elle dit que j'ai dit plus qu'elle a dit, mais je connais l'histoire, donc j'ai résumé très rapidement. Elle vient de l'Ukraine. Elle vient de l'Ukraine. Ouais. Dites-lui pour moi de partager avec nous ses impressions sur Haïti. What do you think about Haiti so far? I think Haiti is such a beautiful country, has beautiful people, and it's a little bit sad to watch all the political situation in the country. And as David already said, we have this beautiful project about how to fight cardiovascular diseases. And I think Haiti really needs it because to travel, country is very small, but to travel the country takes such a long time. So a lot of people cannot travel really to capital city to check their health, you know. And a lot of people have no access to health care. Donc elle trouve que Haïti déjà c'est un très beau pays, donc elle est assez étonnée de trouver ce genre de chaleur en Haïti, elle ne savait pas ce qu'elle allait trouver. Elle pense que voilà, c'est quand même assez dur la situation, surtout pour les traversées d'une ville à une autre. On sait qu'il y a beaucoup de ces besoins, on a besoin de faire ces préventions. Donc notre mission à nous, elle peut bien servir à Haïti parce que d'après ce qu'elle sait, on a des difficultés à traverser le pays. Et puis aussi, elle a dû savoir qu'il y a de temps en temps des petits problèmes politiques, donc elle a soufflé ça aussi. And I think with the Heart Mobile, the idea that David had for a very long time, and we launched already one bus in Ivory Coast. So I think with this project, we could save a lot of lives with kids and women that have zero access to health care. Donc elle dit qu'avec le projet qu'on fait, que c'est pas la première fois qu'on fait ça aussi, parce qu'on a déjà lancé ce projet en Côte d'Ivoire avec notre autre ambassadeur qui est Didier Drogba. Ce projet qu'on a pour Haïti peut sauver la vie de beaucoup d'enfants. Donc elle est très très fière de faire partie de ça. L'équipe est composée de combien de médecins, de techniciens? Alors, c'est vrai que vous l'avez dit, c'est une équipe. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas un nombre. Aujourd'hui, le Heart Fund n'a pas d'employés. Ce n'est pas une ONG qui a des employés, des salaires, des bureaux. C'est une plateforme. Je pense que c'est un mouvement de personnes humaines. On les appelle, nous, les Generous People. On est des soldats de la santé. Donc on a tous une implication
pour ce combat que l'on mène, on a à peu près une centaine de partenaires dans le monde. Ce qui fait qu'on n'a pas d'employés, mais on a des collaborateurs. On travaille avec Hollywood Unite for Haiti, qui est la fondation qu'a créée Jimmy Jean-Louis, mais on travaille aussi avec la fondation de M. Drogba. On collabore. Et c'est ce qui est important, c'est qu'on ne s'approprie pas, mais on crée un produit, un projet et un programme qui est adapté aux besoins locaux avec les instances et les locaux. Et aujourd'hui, je pense que c'est la manière collaborative et la façon la plus généreuse de donner. On donne notre temps, on donne notre énergie, on le fait avec passion. Et si ça peut sauver des vies, je pense que l'appel est là. Cette plateforme, elle est utilisable pour tout le monde. Donc sur ces 150 partenaires, collaborateurs, mécènes et philanthropes, on a bien sûr des médecins, des techniciens, des acteurs, des mannequins, mais aussi des directeurs, des photographes, des chercheurs, des avocats. Donc je pense que c'est cette force collaborative qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à des résultats que l'on n'aurait pas pu espérer. Il y a 5 ans, quand on se retrouvait là à opérer des enfants à Pétionville, je me disais, mais comment peut-on faire pour aller joindre ces autres enfants à Jérémy? Comment peut-on faire pour se déplacer et donner un accès? Et au fur et à mesure, les idées, la collaboration, les projets se sont mis autour de ce qu'on a créé, cette passion, plus que le Heart Fund. Et je pense que c'est plus un mouvement qu'une structuration physique, qu'une entité institutionnelle. Alors, est-ce que le crédit est à Jimmy? C'est Jimmy qui vous a invité ou non? Moi, le crédit, je vais vous dire où vient vraiment le crédit. Le crédit vient de mon épouse. Ah ouais? Voilà, moi, Analu. Elle est haïtienne, non? Elle est martiniquaise. Ah. Et quand Jimmy est arrivée en Martinique, elle a été contactée et je pense que la délégation que Jimmy accompagnait cherchait un projet sur les maladies cardiovasculaires. Parce qu'un des ambassadeurs au Nituriaf était atteint de maladies cardiovasculaires. Ils ont contacté le CHU de Martinique et le docteur Hugues Lucron. Et donc en même temps, la relation s'est faite par mon épouse et Jimmy. Donc on s'est rencontrés là-bas sur une plage de la Martinique. Et on s'est retrouvés rapidement à Paris quelques mois après. Il me dit, écoute, tu opères et tu sauves des gens. Il y en a plein à sauver en Haïti. Partons. 10 jours après, on était en Haïti. 6 mois après, on opérait des enfants. 5 ans après, on est toujours là. Donc le crédit est vraiment à Jimmy. Et on ne sait pas encore pour combien de temps on sera là. Tant qu'on est là, on viendra en Haïti. C'est ce qu'on a promis. Merci docteur David Lou. Merci Alina Baikova. Merci Jimmy. Alors, vous allez rester parce que Jimmy a parlé d'un invité, de notre invité surprise. Ah oui, complètement. Également, c'est un acteur apparemment, un autre acteur, puisque Jimmy est acteur aussi. Et je vous invite, madame, monsieur, à garder patience, à faire montre de patience après la pause. Et puis, avec Jimmy, on va aussi rapidement, si on a le temps, évoquer le dossier des Haïtiens qui sont dans une situation irrégulière au Mexique, que vous avez visité, vous les avez visités, Jimmy. On pourra, avec vous, savoir exactement ce qui se passe. On aura des témoignages, puisque vous étiez là-bas, vous étiez au Mexique pour voir et parler à ces Haïtiens qui sont là-bas. On verra tout ça après la pause. Encore une fois, je dis merci à Alina Baikova, mannequin, qui est avec nous. Merci d'être venu en Haïti. Merci d'accepter d'aider les Haïtiens aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà. On observe la pause, on revient tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Bienvenue, madame, monsieur, à la troisième partie de la rubrique Le Point. Jimmy Jean-Louis est encore avec nous, docteur David Lou est là. Je rappelle qu'il est chirurgien, cardiologiste. Et là, maintenant, à la troisième partie de la rubrique, nous accueillons l'acteur Gary Dourdan. Bonjour, bonjour Gary. Bonjour, qui j'en ai? Qui j'en ai, Gary? Qui j'en ai? Mon fond. Alors, disons que Gary est américain. Et Gary est américain. Il est acteur aussi. Il a accepté de faire partie de cette délégation, docteur David. Ben effectivement, c'est un honneur d'avoir des représentants de la cause. Et je pense qu'on a la chance de pouvoir travailler avec des haut-parleurs qui ont cette puissance de communication, en tout cas auprès des populations, pour transmettre un message qui est fort. Il faut
lutter contre ces pathologies. Les maladies cardiovasculaires, c'est important, on peut les prévenir. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure voie aujourd'hui que nos 3 ambassadeurs, Jimmy, Alina et Gary, pour porter le message. Et nous sommes très fiers d'avoir cet accompagnement depuis des années déjà, depuis 5 ans. En tout cas, il a répondu à ma question en disant qu'il a la forme, il est en forme. Et alors, exactement. Dites-nous, Gary, quand on vous a invité à faire partie de la délégation, comment vous avez réagi? Vous voulez traduire pour nous? How did you react when you got the invitation to come to Haiti? To Haiti, wow, it was, I feel very honored to be here. Très honoré d'être ici. Ouais. Over the years, I've lived in New York and I've lived in Los Angeles, and I have a good diaspora of Haitian friends. Il a vécu à New York et à Los Angeles, donc il a beaucoup d'amis haïtiens. Yeah, I've been trying to come to Haiti for many, many years. Ça fait très longtemps qu'il essaie de venir en Haïti. It was good to come with an invitation to be with this crew right here. C'était bien de Very venir strong. avec nous. I've known Jimmy for many, many years. And I've been working with David and his organization, and I know him and his wife for many years. Donc on se connaît depuis très très longtemps. So I aussi bien avec moi qu'avec feel David. very confident, and it feels very good to be here. Est-ce que c'est la première fois qu'il est en Haïti? First time you're here? It's the first time. Première fois. Dites-le pour nous, ses impressions. My impression, Yeah. especially right now, for some reason, this is my first time, but for some reason, I'm feeling like there is a new blood going on, a new positive vibration. Il dit que c'est la première fois qu'il vient ici, donc il a l'impression qu'il y a une nouvelle énergie qui se dégage du pays sans même connaître le passé, mais il sent qu'il y a une énergie forte et nouvelle qui se dégage. Now you must bear with me because this is my first time here. Donc, mais ça reste quand même sa première impression. Donc, But for some reason, I'm feeling a very new energy and something very promising. ouais, donc il sent ça, c'est vraiment une espèce d'énergie. So I feel good to be Je here pense qu'il y a right un now. avenir Maintenant, positif. Voilà. especially to be here right now. Alors, dites-le pour nous, Jimmy. Normalement, on parle d'Haïti qui est victime d'une mauvaise presse. C'est vrai que les choses ne sont pas bonnes chez nous, mais quand on entend des nouvelles, de mauvaises nouvelles sur un pays, et on vous invite, est-ce que c'est par curiosité qu'on décide de venir voir ou par humanisme? C'est une question pour qui? Pour moi ou pour Je ne saurais vous la poser, Jimmy. Non, mais on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais. Non, mais je ne suis pas fou non plus. Hein. No, so he said that, with all the bad press that we have and hear about Haiti, for you to accept to come here, is it out of curiosity or just because of the humanitarian cause? What was the factor that tilted you to come? Bad press. Listen, I'm American, and I was born in Philadelphia, and we represent, it's in our DNA that we kind of represent America. The Declaration of Independence was made there. Il est américain, il vient de Philadelphie, et la déclaration The Liberty Bell was... vient de Philadelphie. When we look at Haiti in America, we are often not given the full truth, but the history of Haiti is very specific. L'histoire d'Haïti est très spéciale pour la partie d'où il vient et surtout pour des gens comme lui. So for whatever bad press that has gotten and whatever negative things that have happened here, this is the only place on earth that has gained their independence outright. Donc peu importe la mauvaise presse, toutes les critiques qu'on a sur Haïti, mais Haïti reste le seul pays au monde, la seule île, le seul pays noir qui s'est battu pour sa liberté et qui a eu sa liberté. So I think for whatever bad press or bad things that have happened with conflict, it's a very young place. And so there's a lot to be said about the people here. They're very strong. They're beautiful. Donc peu importe la mauvaise presse, je pense que l'histoire d'Haïti est beaucoup plus importante que les critiques. And they have a long history that goes back to Benin and places like this to connect with. There's a lot of people to really care for here, so it's a good reason to be here. Et l'histoire d'Haïti, bien sûr, est très amazing painters. Parce qu'elle est connectée directement avec l'Afrique, avec le Bénin, et on trouve toute cette chaleur culturelle, traditionnelle. Donc lui qui aime bien la peinture, il adore ça parce qu'il voit de la peinture partout. Maintenant, est-ce qu'il va revenir? Will you come back?
Of course. Bien sûr. Bien sûr. Toujours dans le cadre de cette même mission? Ou bien personnel, faire du tourisme? Will you come back for pleasure, for tourism, for I think same cars? there's a lot of places too that I haven't been in Haiti yet. I've just arrived, so there's a lot of places that I want to go. I have a big list, and it's fantastic to be here with Dr. David Liu because I've been journeying with him before on other places, and I've been able to assist him. So Donc, I'm avant happy tout, to be here with his organization to represent. Vu qu'il vient d'arriver, il faut quand même qu'il fasse le tour du pays pour savoir comment il trouve vraiment, puis après il saura comment il reviendra. Mais de l'autre côté, il aime bien accompagner David parce que ce n'est pas la première fois qu'il l'accompagne. Il l'a accompagné dans plusieurs pays, dans le monde entier, toujours pour la même cause de Hard Fun. Est-ce que Alina va revenir aussi, Jimmy? Ben, je ne sais pas, il fallait lui demander. Vous Je pense. De toute façon, c'est simple. Hein. Moi, quand j'amène les gens ici ou quand j'invite les gens à venir à Haïti, dit oui. Elle dit oui. Alina reviendra. Génial. Elle dit oui. Non, mais le but principal pour lequel j'invite les gens en Haïti, c'est justement parce que je sais qu'il y a une critique négative, il y a une presse négative sur Haïti. Mais de l'autre côté, je sais que quand on arrive à mettre le pied en Haïti, il y a une certaine énergie qui se dégage d'Haïti. Si on est in sync, si je puis dire, en général, les gens ils veulent revenir parce qu'il y a une énergie en Haïti qui est nulle part ailleurs. Donc, est-ce que Alina reviendra? Bien sûr, elle l'a dit, elle reviendra. Et très souvent, tous les gens que j'ai pu inviter dans le passé et qui sont venus ici sont tous revenus ou ont tous envie de revenir. Alors maintenant, c'est à nous, Haïtiens, de travailler de manière à ce que nous envoyions d'autres images à l'étranger pour que les gens nous voient autrement. Il y a un peu de tout. Bien sûr, les Haïtiens doivent bosser un petit peu plus, que ce soit du côté du gouvernement, du côté des investisseurs privés, des médias qui doivent faire un autre travail, que ce soit les médias à l'intérieur du pays ou même à l'international. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Je ne suis pas là pour pointer du doigt. Merci Jimmy. Merci Jimmy. Le dernier point que j'aurais à aborder avec vous, c'est votre visite au Mexique. C'était pour rencontrer des Haïtiens, comme je l'ai dit tantôt, qui sont en situation irrégulière, illégale. Mais permettez que je pose une question au docteur Liu. Docteur, comment ça s'organise une fois vous arrivez en province avec les autres membres de la délégation? Que font les gens pour venir vers vous? Alors, l'organisation, c'est une organisation qui prend déjà en compte tous les partenaires. Les partenaires, bien sûr, locaux d'Haïti, donc la communauté a été prévenue. Les hôpitaux, par exemple, à Jacmel, directeur de l'hôpital Saint-Michel, l'aéroport a été prévenu, mais bien sûr, on travaille sous l'égide du ministère de la Santé et de la publique et de la population. Donc, alors, au moment où je vous parle là, je peux vous donner la garantie que des Jacmeliens nous suivent en direct. Et donc, on les invite à comprendre qu'aujourd'hui, la santé est une propriété, est un investissement pour chacun. Donc, une famille qui a un enfant qui grandit mal, qui a du mal à respirer, qui est essoufflé, qui a des douleurs, par exemple à la poitrine, chez qui on peut suspecter un problème cardiaque, il faut venir. Il faut venir à Jacmel. Alors, c'est pour ces enfants-là. Il faut venir, par exemple, aussi à l'hôpital de Jacmel. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que ça ne concerne uniquement des enfants? Alors, aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires touchent tout le monde. Oui. On est tous impliqués. Malheureusement, l'enfant est le plus vulnérable. Et l'enfant est le futur. Le futur d'Haïti réside aujourd'hui dans son enfance, dans sa jeunesse, dans l'éducation, mais surtout dans des enfants qui sont en bonne santé. Ils vont pouvoir jouer, grandir, aller à l'école. Et je vais vous donner une anecdote. Je salue un des patients qu'on a opéré en 2012. Je viens de l'avoir au téléphone, son papa, Yves Bertoni. À l'époque, personne ne pouvait l'opérer. On l'a opéré en 2012, aujourd'hui il va à l'école. Il va à l'école. Et on va le revoir. Donc, je pense que c'est un message très fort que de dire que, bien sûr que ça touche tout le monde, mais aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, avec la collaboration, avec l'investissement de chacun, on peut toucher une partie de la population. On a choisi que ce soit les enfants. Avec les discussions des multiples partenaires, on pourra aujourd'hui
faire rentrer ensuite le dépistage et le traitement des femmes, et puis des adultes et des hommes. Donc l'intégralité de la population doit être prise en charge. Donc c'est pas les adultes ne sont pas attendus ce matin à l'hôpital Saint-Michel de Ça Jacmel. sera probablement dans un programme ultérieur que l'on est en train de décider aujourd'hui même, à l'heure même, avec le ministère de la Santé, une autre équipe qui n'est pas là sur le plateau, mais qui travaille derrière à élaborer ce type de partenariat bien ciblé et stratégique. On n'est pas là uniquement pour une seule mission humanitaire. On est là pour renforcer le programme. Donc les parents qui nous suivent là maintenant peuvent ce matin se rendre à l'hôpital Saint-Michel de Jacmel pour que leurs enfants se fassent soigner. Alors, ce n'est pas tout à fait à l'hôpital Saint-Michel, ça sera à l'aéroport de Jacmel, voilà. Et ce sont les enfants qui ont des suspicions de maladies cardiaques. Voilà. Donc, bien sûr, c'est compliqué à diagnostiquer sans équipement, mais on est là pour ça. On va venir avec une cardiologue haïtienne qui va, avec tout cet équipement et une équipe structurée, va pouvoir commencer à dépister. Voilà. Et Jimmy, je pense qu'on peut aider en ce sens, hein. Puisque mission déjà là en Haïti, on dit par un yo que si on a des troubles respiratoires, des difficultés pour respirer, yo capable si on suspecte si mon a un problème yo capable venir jeudi à Jacmel. C'est jeudi là il y a Jacmel dans l'aéroport Jacmel là et puis peut-être dans un second temps il y a dans l'hôpital Saint-Michel Jacmel. Donc nous tout inviter mon yo dans ce sens, n'est-ce pas? Par contre qui est-ce qui gère les gens qui viennent dans l'aéroport? Je pense que nous sommes capables de lancer appel là. On peut les inviter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, effectivement. Aujourd'hui, on lance, c'est une mission, vous savez, on a l'ambition de pouvoir traiter un maximum de personnes, mais on n'a pas la prétention de pouvoir tout... Voilà, c'est pour ça, la logistique peut être un petit peu difficile s'il y a trop de personnes aussi. Donc, ok, alors ne voulons pas que les gens disent que Wendell parle pour sa ville. Alors, prochaine escale, ce sera où? Après Jacmel, ce sera? Ça dépend d'où vous êtes. Jacmel. Ah ben c'est bon alors. Non, Jacmel, on est en train de décider avec le ministère et c'est important que le ministère ait le leadership sur le choix de l'agenda et on laissera la réponse au gouvernement et aux institutions des communautés locales de décider tout à fait. On sera à votre service, nous, avec Jean-Louis et les autres membres de l'équipe. Merci, docteur David Lou. On peut d'ores et déjà quand même parler d'autres villes qui sont très loin, que ce soit le Cap, Caille. Donc ce sera on va essayer de toucher dans le programme. Les 4 coins. Ok. Jimmy Jean-Louis, dites-nous, et rapidement, malheureusement, l'heure nous fait la guerre et on doit mettre un terme à l'émission. Où t'es allé au Mexique? Où est la situation haïtienne? Est-ce que dans 2 ou 3 minutes, ou qu'a dit nous, qui j'en sais? Vous t'es parlé d'environ 11 000 Haïtiens qui vraiment dans une situation critique là-bas. Qui sont ou même? Bon, premièrement, il faut dire qu'il y a eu à peu près 15 000 Haïtiens qui ont laissé ou le Brésil ou le Chili pour espérer traverser toute l'Amérique du Sud pour arriver aux États-Unis par la frontière mexicaine, la ville de Tijuana. Il y a 11 000 qui ont pu arriver jusqu'à la frontière. Dans ces 11 000, certains sont passés, mais beaucoup se sont fait déporter. Donc, ils sont de retour en Haïti. Actuellement, ils sont 4 000 qui sont bloqués à la frontière de Tijuana. 4 000 qui vivent dans des conditions désastreuses. Certains dorment dans des églises, d'autres dans des shelters, d'autres même dans la rue, qui ne travaillent pas, qui errent la rue pratiquement, qui regrettent d'avoir essayé de rejoindre les États-Unis parce que les conditions sont très dures. La traversée s'est faite comment? C'était une traversée de à peu près 10 pays. On parle du Brésil, Chili, Nicaragua, Costa Rica, Colombie, Venezuela, Panama, Mexique, en bateau, en avion, en voiture, à pied, parce qu'à un certain moment, il fallait traverser le Panama à pied, traverser d'au moins 5 jours pour les plus rapides, 2-3 semaines pour les plus lents. Pour les plus lents qui ont des difficultés physiques, il fallait laisser les enfants derrière, c'est-à-dire les laisser mourir, malgré eux. D'autres se font manger par les caïmans ou les crocodiles, d'autres tombent des falaises et d'autres meurent de faim tout simplement. Donc après tout ça, ils arrivent à traverser tous ces pays pour arriver au Mexique et là, à la porte des États-Unis, ils peuvent jeter un caillou du Mexique, ça arrive aux États-Unis. Donc ils regardent les États-Unis, sauf qu'ils sont bloqués. Donc tous les rêves sont brisés, brisés complètement. Ils ne peuvent pas revenir en Haïti parce qu'ils ont endetté toute leur famille.
pour justement payer ce voyage. Ils ne peuvent pas retourner au Brésil ou au Chili parce qu'ils n'ont plus d'argent pour le faire. Ils ne peuvent pas traverser les États-Unis parce que la loi ne leur permet pas de traverser. Et ils ne savent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils ont des papiers qui leur permettent de rester au Mexique, mais ils ne comprennent pas vraiment ces papiers-là. Donc la loi est un petit peu floue à ce niveau-là. Donc ils sont coincés vraiment en limbo. Les jeunes Haïtiens qui nous suivent actuellement, qu'ils ne se mettent pas en tête qu'ils peuvent facilement tenter cette aventure. Non, plus maintenant. Ce n'est pas la peine. C'était un petit peu plus possible il y a moins d'1 an. Avant, parce qu'il y a 11 000 qu'on peut faire cette traversée. Mais malheureusement, la loi a été changée. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas leur dire aussi de ne pas trop se fier aux témoignages de ceux ou de celles qui ont réussi la traversée? Mais justement, c'est ça. C'est ceux qui ont réussi qui ont fait passer le message. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un changement de programme. Donc, il faut qu'ils le savent. Maintenant, c'est plus possible de le faire. Parce que là, on se retrouve en enfer. Parce que moi, j'ai vu ces gens-là. Ces gens-là, ils m'ont regardé dans les yeux. Mais ils ne veulent plus vivre presque. C'est-à-dire la traversée de l'enfer pour eux. Donc voilà, ils sont là, ils se sentent seuls. Entre autres, ils se sentent un petit peu délaissés aussi par Haïti, par le gouvernement haïtien. Et après avoir vécu tout cela, Jimmy Jean-Louis, après avoir vécu tout cela, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Moi, beaucoup de peine avant tout. En tant qu'Haïtien, qui est plutôt fier, je me pose des questions. Je me dis pourquoi est-ce qu'on se sent obligé de quitter son pays et pour espérer trouver un bonheur ailleurs alors qu'on va tout droit dans un enfer. Donc je vois ces gens dans un genre d'enfer et oui, ça m'attriste. Dans toute histoire, il y a tout le temps des belles histoires, il y a tout le temps des exemples. Donc oui, parmi ces 4000, il y a 2 ou 3 quand même qui se sont faufilés et qui arrivent à vivre au Mexique, et qui arrivent à s'en sortir. Mais Dieu seul sait à quel prix. À quel prix, ça et on peut leur demander, il n'y a aucun d'eux qui aimerait refaire ce qu'ils ont fait. Mais jamais, jamais, jamais de leur vie. Donc voilà, maintenant, le message c'est qu'ils sont en attente, il faut faire quelque chose pour eux. Voilà, je ne sais pas si c'est le gouvernement mexicain qui va pouvoir faire quelque chose, le gouvernement haïtien ou américain, ou tous ensemble pour trouver une solution pour ces 4000 personnes. De toute façon, il faut faire quelque chose quand même. Il faut faire quelque chose. C'est une mini-crise parce qu'on se retrouve au Mexique, à Tijuana, au milieu de nulle part, on trouve des Haïtiens qui errent un petit peu partout dans la ville. Oui. Ça m'a étonné, hein. Ils ont commencé à ouvrir des restaurants, ils commencent à vendre du maïs sur le trottoir, mais ils commencent à s'adapter vraiment, mais à se débrouiller plus qu'autre chose, quoi, comme ils le faisaient en Haïti. Sauf que là, maintenant, ils ne sont plus dans leur pays, ils ne parlent pas la langue, ils n'aiment pas la nourriture, ils ne comprennent pas la culture, donc ils sont perdus. Est-ce que la communauté haïtienne était importante avant? Mais non, il n'y avait aucun Haïtien avant. Du tout. Jimmy Jean-Louis, c'était un plaisir de vous recevoir, de vous accueillir ce matin sur ce plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Merci infiniment d'avoir accepté de nous parler. Docteur David Lou, au nom des petits, au nom des Haïtiens qui très certainement vont bénéficier de votre passage, en fait, des bienfaits de cette émission, je vous remercie infiniment. Merci pour l'invitation. Gary Doudan, thank you very much for coming. Merci, thank you for having me. Voilà. Et puis, un petit remerciement aussi à Alina Baikova qui nous promet de revenir. Come. We'll break all the rules. Usually we don't do that, but let's come here, create chaos in this place. Here we go. Voilà, the picture. Je pensais que vous alliez l'inviter à venir se mettre par ici. Ok. Et merci à vous. Et puis, Réginald Réginald Chevalier nous a aidé grandement dans la coordination de cette activité. Mais c'est lui qui nous aide énormément aussi dans tout ce qui est coordination en Haïti. C'est lui qui coordonne tout à Port-au-Prince pour toute la délégation. Donc, merci beaucoup à Réginald Chevalier. Merci Réginald Chevalier, merci Jimmy, merci David, merci Gary, merci Alina. Thank you so much. Thank you so much. Et petit merci quand même à M. Buteau de l'Hôtel Caribé. Ah, eh bien d'accord. M. Buteau, merci. Voilà, vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Voilà nos invités. On a eu 2 groupes d'invités aujourd'hui. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.